Bonsoir à tous, bienvenue sur Team Sport. Je suis très content de vous retrouver ce soir les amis pour cette toute nouvelle émission, la troisième déjà depuis cette reprise il y a 2 semaines maintenant. Et on m'accompagne ce soir pour refaire le monde de la planète sport. Je suis accompagné comme toujours de Tony. Bonsoir Tony. Bonsoir tout le monde. De Victor. Bonsoir Victor. Bonsoir à tous. Il a ce soir la lourde tâche de remplacer notre chroniqueur Tanguy qui n'est pas là. Bonsoir Arnaud. Bonsoir et merci de l'invitation. Et bonsoir Alexis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Antoine. Évidemment on salue Tanguy qui ce soir n'est pas avec nous. Tanguy qui donc en Normandie pour vaquer à ses occupations de journaliste. Et donc on l'embrasse ce soir Tanguy si tu nous écoutes ou si tu écoutes ce replay. Bonsoir Arnaud aussi du coup, est-ce que tu peux te présenter aussi aux auditeurs, aux spectateurs qui nous écoutent? Je m'appelle Arnaud, j'ai 19 ans. Moi je viens de la licence sciences politiques pour ceux qui me connaissent à Lille. Voilà, et je supporte le meilleur club du monde. Vas-y, dis-le. Dis-le, Valenciennes FC. Voilà. Valenciennes FC, bon voilà, on ne fera pas de critiques. Non, il y a intérêt. Allez, il y a intérêt. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission, on va faire un petit retour sur le football, notamment la Ligue des Champions. Les matchs qui se sont disputés la veille, c'était la 5e journée de Ligue des Champions, on en reparlera avec Alexis, et notamment un petit débrief sur le PSG qui a impressionné hier face au Maccabi Haïfa, victoire 7-2. On parlera du cas Varane qui s'est blessé le week-end dernier face à Chelsea, et l'incertitude pour sa sélection pour la Coupe du Monde. Les sports auto et le résumé, l'analyse du Grand Prix de Formule 1, c'était à Austin qui a vu la victoire de Max Verstappen, on en parlera. On évoquera aussi le MotoGP, le Grand Prix de Malaisie, la victoire de Francesco Bagnaia qui se rapproche un peu plus du titre. Enfin, on parlera de MMA. Il y avait du MMA ce week-end, le sacrant UFC 280 d'Islam Makhachev face à Charles Oliveira. Et puis de Manon Fiorot aussi, face à Kathleen Choukayan, c'était pour les poids mouches. Enfin, les infos sport en vrac, comme vous le savez, et puis le fameux quiz, avec 5 questions au programme. Et donc, Arnaud, ce soir, tu joues pour Tanguy. Une lourde tâche. Lourde tâche. Un point quand même en 2 émissions, c'est dur. Un point en 2 émissions, il va falloir. C'est dur à faire mieux. Il va falloir les rattraper. Allez, que vous soyez sur la route, peut-être du retour du travail, que vous soyez peut-être de retour. Tout simplement de vos courses, simples, curieux ou amateurs de sport, vous êtes sur Team Sport ce mercredi 26 octobre 2022 et vous avez, comme le veut la tradition, bien raison. Messieurs, il y avait de la Ligue des Champions hier, la 5e journée de phase de poule de Ligue des Champions. On va revenir sur les résultats tout simplement de cette journée d'hier, sur la performance du PSG qui en a passé 7 au Maccabi Haïfa. Peut-être d'abord récapituler les résultats, Alexis. Ouais, on va récapituler rapidement. Alors du coup, comme tu l'as dit, il y a le PSG qui s'est imposé contre le Maccabi 7-2 du coup. Dans le même temps, le Benfica s'est imposé contre la Juventus 4-3 dans un match assez fou. Le RB Leipzig a battu le Real Madrid à la surprise générale 3-2, leur première défaite de la saison. Le Celtic et le Shakhtar Donetsk ont fait 1-1. Dans le groupe E, Salzbourg n'a pas réussi à faire la différence contre Chelsea, a perdu 2-1, pendant que l'AC Milan du coup a battu le Dynamo Zagreb assez facilement, 4-0, et notamment un but de Giroud. Enfin dans le groupe G, du coup Séville s'est imposé contre Copenhague 3-0, score assez large malgré la physionomie du match. Et le Borussia Dortmund et le Manchester City, le match le plus plaisant sur le papier, ont fait 0-0 de manière assez surprenante. Voilà pour les résultats de ces 8 matchs hier. On va revenir sur la performance qui nous intéresse, la performance française, le PSG qui donc s'est qualifié, c'est officiel pour les 8e de finale. La qualification ne faisait aucun doute. Performance, il faut relativiser en se disant que c'est le Maccabi Haïfa, mais performance quand même intéressante sur le plan offensif. Tony? Oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu surtout la première mi-temps où ils ont largement dominé et ça faisait plaisir de voir le PSG comme ça. Bon, on les a souvent vus écraser des petites équipes, mais là pour le coup. Ça fait plaisir aussi de voir la MNM en forme. Voilà, Messi, Mbappé, Neymar, ils se sont bien trouvés, il y a une belle connexion et ça faisait plaisir à voir pour les supporters parisiens et pour tous les fans de football parce que tout simplement ça reste quand même 3 joueurs extraordinaires et que s'ils tombent bien ensemble
ça fait plaisir. Messi qui revient à son top niveau avec son doublé, ses passes D. Mbappé, pareil, qui a marqué. Neymar aussi, tout le monde est content. Et le premier but de Carlos Soler aussi. Pour donc son premier but avec le PSG en Ligue des Champions, donc c'est magnifique. Ouais, comme vous le disiez, un doublé de Messi, doublé de Mbappé, un but de Neymar. Impressionnante en tout cas, enfin, la performance collective hier, Arnaud peut-être tu veux réagir, c'est quand même de bon augure pour la suite, même s'il faut relativiser comme je le disais la performance, c'est intéressant quand même ce qu'ils ont fait et tout ce qu'on peut se dire dans le vestiaire, ces trois hommes nous ont régalé. Ah oui, c'est clair que c'est impressionnant, surtout qu'ils avaient quand même attendu sur ce match. Bon, c'est le Maccabi Haïfa, mais au match aller, ils ont gagné que 3-1 et le match était assez exécrable dans le jeu. Et bon, là, on a vu qu'au niveau du jeu, ça déroulait. C'était réglé comme de l'horlogerie pour le Paris Saint-Germain. Et Neymar, il n'a pas eu son doublé, mais le but contre son camp, c'est presque un doublé pour lui, c'est lui qui fait tout le travail. Et puis on a vu le premier but en dehors de la M&M depuis un bon moment pour le Paris Saint-Germain, donc c'est peut-être le retour que le jeu est de retour aussi, vu qu'on avait vu que c'était pas aussi exaltant que le début de saison. Ouais, voilà, Et puis il faut retenir aussi la chose principale, c'est qu'ils sont qualifiés, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez dit, messieurs. Après, moi, écoutez, j'écoute pas. Après, on sait toujours pas qui va être premier du groupe, du coup, parce que vu que le Benfica a réussi à tenir en échec le PSG 2 fois d'affilée, il y a 11 points des deux côtés, donc le Benfica, en cas de meilleure performance que le PSG, qu'il gagne contre la Juve. Peut éventuellement du coup gratter la première place. Et j'ai vu que la Juve, ça fait combien de temps qu'elle s'est pas qualifiée en 8ème c'est la première fois en 13 ans, il me semble. Je vais revoir mes statistiques, mais je crois que ça fait très longtemps. En tout cas, c'est une performance historique, dans le mauvais sens évidemment, pour les Turinois qui, pour la première fois depuis très longtemps, n'accèdent pas au 8ème de finale. On va justement y revenir. Pour terminer sur le PSG, d'ailleurs il y a Tanguy qui nous dit on a vu une vraie triplette offensive hier soir, mais ça reste évidemment le Maccabi. Ceci étant, voilà, il fallait quand même la faire parce que le PSG ça faisait quelques matchs. Alors il y a eu cette victoire dans le Classico face à Marseille. C'était quand même décevant depuis quelques semaines et là enfin sur le plan offensif c'est quand même rassurant, Alexis. Oui, sur le plan offensif. Après, faut pas non plus se réjouir de cette victoire. L'adversaire était relativement faible. Et on a quand même vu des largesses défensives assez importantes contre une équipe qui n'est pas non plus l'équipe qu'on attendait à un niveau exceptionnel, quoi. Donc bon, prendre 2 buts contre le Maccabi, pour moi, c'est pas une source de réjouissance. Après, certes, ils ont marqué des buts, mais on pouvait s'y attendre compte tenu de l'équipe qu'ils ont alignée face à l'adversaire qu'ils avaient hier. Je trouve pas que ce soit non plus une performance à retenir. Mais là, il le disait, Christophe Galtier. Ils ont quand même marqué 7 buts. Christophe Galtier il disait, à la question de savoir s'il prenait beaucoup de plaisir, il disait oui, évidemment, je prends plaisir à entraîner ces garçons-là, mais sur le plan défensif, c'est vrai que bon, c'est pas un clean sheet. Non. Il y a la sortie ratée de Donnarumma sur le but du 3-1. Déjà, du 3-1, une nouvelle erreur défensive, une succession de têtes pour le but du 4-2, donc la réduction à 4-2 pour le Maccabi. C'est vrai que défensivement, il y a quand même des craintes, il y a quand même des choses à rectifier. Notamment, comme tu le dis, le deuxième but en début de seconde période. Ouais. Pendant 5 minutes, là, ils étaient complètement menés par les Israéliens et c'était chaud. Mais bon, après, devant, heureusement, ils ont eu les ressources pour marquer et tant mieux pour le PSG. Maintenant, reste à travailler un peu plus en défense. Ouais. Ce qui est bien cette saison avec Galtier, c'est que on l'a vu, il exploite toujours ce système de défense à 3, mais il tente aussi la défense à 4 un peu. À voir s'il va la réutiliser en Ligue des Champions. Il l'avait utilisé notamment une fois en championnat, si je dis pas de bêtises, contre Marseille. Ou Ajaccio, je ne sais plus. Je crois que c'était les deux, Marseille et Ajaccio. Il a testé la défense à 4 aussi, donc voilà, lui qui était plus pour la défense à 3, on lui a conseillé celle à 4. Il a testé, maintenant il l'avait dit aussi dans une interview que c'était bien qu'il puisse avoir 2 systèmes tactiques assez intéressants. Maintenant à lui d'en faire bon usage. Voilà pour la performance du PSG, évidemment, ce qui va nous intéresser c'est la prochaine journée, donc ce déplacement à Turin. Où les Turinois n'ont plus rien à jouer, mais il y aura la première place. Si, quand même. Ils vont encore jouer la 3ème place. Donc, évidemment, bien de rectifier. C'est une maigre consolation. Les Turinois peuvent encore jouer la Ligue Europa. Ils sont d'ailleurs en avance sur le Maccabi à la différence de but. Heureusement. Après, au vu de leur niveau, que ce soit en championnat ou même sur toute la saison ou la saison dernière, s'ils arrivent à faire une belle performance en Ligue Europa, je pense qu'ils sont satisfaits. Est-ce que ça serait pas mieux pour eux qu'ils gagnent la Ligue Europa ou qu'ils finissent en demi de la Ligue Europa, qui derrière ils aient se faire éliminer en 8ème de finale contre un Real de Madrid ou un Bayern de Munich, j'en sais rien, mais bon, pour moi je pense que c'est mieux pour eux qu'ils fassent une belle performance en Ligue Europa, qu'ils se qualifient là en 8ème de finale, qu'ils fassent du bras contre
contre une équipe de gros calibre. Oui et non, parce que finalement, s'ils sont éliminés vite, ils peuvent se concentrer sur le championnat où ils sont pas terribles non plus en ce moment. Donc Ouais, c'est vrai. il y a ça à prendre dans l'équation aussi. Alors je parle de 13 ans pour la Juve, c'est pas 13 ans, c'est 9 ans. La première fois en 9 ans C'est quand même. beaucoup, C'est quand même long, évidemment, c'est un échec absolument important pour la Juve qui était en finale de Ligue des Champions il y a encore 4-5 ans. Hein. On se souvient qu'il avait affronté le Real Madrid Il est perdu. et qu'il Qui avait ça perdu. La Juve, hein, en finale. Contre le Barça en 2015, non? Non, oui, en 2015, exactement. Après, Et ils le avaient Real, l'année Ouais, suivante, ouais, ou 2 ouais, ans après, Real, ils avaient- Real, ils avaient- 4-1. 4-1. Ouais, Et c'est après, ça. ils ont été en demi aussi. Finale, ouais. Faudrait que je retrouve, mais je crois que ça datait de Peut-être 2010. moins de demi, il me semblait. Je vais retrouver les stats, mais pour moi c'était en finale. C'était en Ben- finale. Benfica, Je vais donc. la retrouver. Qui disputera Ah oui. donc la première place et qui donc aura fort à faire aussi. Enfin, fort à faire. C'est pas quand même gagné parce que cette équipe de Maccabi a quand même embêté pas mal d'équipes Ouais. et qui aura fait quand même un beau parcours, faut le dire, faut le Ils saluer sont bien formés. pour le Maccabi Haïfa. Voilà pour les performances de la soirée. On a évoqué peut-être les qualifiés de la soirée. Les qualifiés, alors du coup on a déjà Chelsea qui est sûr d'être premier. Après il n'y a pas que des qualifiés qui ont joué hier, il y a aussi des qualifiés du coup qui jouent ce soir. Donc Chelsea est assuré d'être premier tout comme Manchester City. Naples est qualifié de façon certaine, premier ou deuxième on ne sait pas encore. Club de Bruges étonnamment aussi. Le Bayern Munich forcément, le PSG, le Benfica, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, c'est tout pareil. Ils ne savent pas encore s'ils seront premier ou deuxième mais dans tous les cas ils seront qualifiés. Séville est d'ores et déjà reversé en Ligue Europa. Copenhague et le Celtic sont tous les deux éliminés, ça c'est sûr, ils iront même pas en Ligue Europa et du coup après comme surprise, comme on l'a dit, il y a la Juve du coup qui peut encore espérer accrocher la Ligue Europa. Voilà pour les résultats de la soirée. On va s'attarder maintenant sur les rencontres à venir de ceux qui vont se disputer ce soir. D'ailleurs je termine sur la Juve, c'était bien 2017 en finale face au Real Madrid, défaite 4-1. Et Ronaldo avait notamment marqué un doublé. Voilà. Les matchs de ce soir, Alexis. Ouais, du coup ce soir on a une équipe française qui joue, l'OM, contre l'Eintracht Francfort, un match qui sera pas facile. Française. C'est bon. Un match qui sera pas facile, mais une fois n'est pas coutume, l'OM a sa carte à jouer en Champions League, donc on verra ce que ça donne. Dans le même groupe, Tottenham accueillera le Sporting. Ensuite, le club de Bruges jouera contre le FC Porto, tandis que l'Atlético Madrid jouera contre le Bayer Leverkusen. L'Inter Milan recevra le Victoria Plzen et le Barça recevra le Bayern, le Barça qui est troisième, donc en mauvaise posture dans son groupe. L'Ajax jouera contre Liverpool et Naples contre les Glasgow Rangers dans le groupe A. Moi, je pense que ça sera bon pour ce soir, le Barça et la Ligue Europa. Je pense que c'est ce soir que tout va se faire, qu'ils vont retourner en Ligue Europa comme l'année dernière. Après, Ouais, le Bayern est moins brillant que ces dernières années. On a senti la perte de Lewandowski quand même. Il manque un attaquant de pointe de métier. La preuve, Choupo-Moting commence à être titulaire. Donc, Et il a marqué quand même. ouais, il a marqué. Et j'ai vu que ce matin d'ailleurs, en faisant mes recherches pour la rubrique équipe de France dont on parlera, que Marcus Thuram serait pisté par le Bayern Munich qui cherche un vrai numéro 9. Bah, ça, c'est un petit peu bizarre dans le sens où c'est pas un vrai pur numéro 9. Ouais, mais il est décisif cette saison. Et c'est ce qu'ils recherchent à la base. Là, ils ont recruté Mané qui a joué momentanément 9. Ils ont essayé Müller aussi en 9. Je sais pas qui ils vont essayer la prochaine fois. Là, ils mettent Eric Choupo-Moting, mais ça serait bien de recruter un vrai 9 pour occuper ce poste-là. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de bons neufs entre guillemets sur le marché qui sont abordables. Parce qu'on en a un qui est là, Oui. c'est Haaland. Et après, en dessous, Impressionnant. il n'y a pas de rival entre guillemets au poste de numéro 9 aujourd'hui. Ou alors en mettre un à la relance quoi. Il parlait de faire venir Vlahovic, Ouais. mais bon, si la Juve perd Vlahovic, Ça c'est compliqué. serait compliqué. Je vois-t-il que ça sera dur pour le Barça ce soir. Hein. C'est vrai que le Bayern, ça reste quand même 4 victoires en 4 matchs. On va faire une sacrée performance pour espérer s'accrocher encore au rêve des huitièmes de finale. Et puis donc on espère Marseille pour les clubs français, peut-être une qualification dès ce soir. Il faudrait donc s'imposer à l'Eintracht Francfort et puis combiner cela à une défaite du Sporting. Donc voilà, il faut que les Bayern soient alignés, mais bon, voilà, ce serait intéressant de revoir Marseille en huitième de finale. Ça fait longtemps, très longtemps que Je c'est pas me arrivé. rappelle qu'il y a donc les 2 émissions, là on les critiquait et tout, on disait quand est-ce qu'ils vont mettre un terme à leur série et tout, qu'ils vont se qualifier. Alors là, j'entends Ils sont plus bien personne. meilleurs Là. Je faisais partie de ceux qui critiquent. Je faisais partie de ces gens. Voilà, je tiens à dire. Et non, tant mieux pour la France, ça fait un club français, il faut de manière, il faut remonter L'indice UEFA. l'indice UEFA, tout à fait Arnaud, et donc voilà, tant mieux, c'est un club français, Après, même si par exemple pour moi, l'année dernière, je suis plus penchant parisien, ça reste un club français en Coupe d'Europe et Personnellement, j'aime pas trop la corruption, mais. Oula, on va partir sur des sujets un peu plus politiques là.
pas positif. Quand même, un peu quand même. Bah, ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie de l'histoire un petit peu décevante du football, enfin plus que décevante d'ailleurs, mais voilà. Allez, on va parler maintenant tout de suite, toujours dans cette partie foot de la blessure de Varane. Juste avant, vous êtes 14 sur le stream, alors vous restez, vous êtes bien connectés, vous êtes installés confortablement chez vous, prenez votre petit apéro, petit verre, vous êtes posés, vous nous écoutez et surtout vous dites à vos amis de venir nous rejoindre pour cette émission de sport absolument fabuleuse. Et c'est peu de le dire. Fabuleuse. Encore, ils ont pas tout vu. Allez, il faut rester jusqu'au bout, voilà, c'est pour ça. Allez, Raphaël Varane, ça concerne maintenant l'équipe de France et ces images terribles de le voir en larmes. C'était face à Chelsea ce week-end. Raphaël Varane sorti, il a subi une lésion à la cuisse droite. Face à Chelsea. Ça sent quand même, c'est quand même pas bon. Mais C'est pas le bon signe avant la Coupe du Monde. Si, Payet. Non, pas du tout. Oh, je sais pas, on est plus. Non, mais laisse-moi finir. Allez, Rappelez-vous, Euro 2016, Varane qui manque l'Euro 2016 à cause d'une blessure aussi avec le Real Madrid, toujours à la cuisse, et qui avait été remplacé par Adil Rami. Ouais. Voilà, donc en espérant qu'il puisse se remettre à temps, mais ça m'étonnerait. Dans tous les cas, Deschamps a quand même des cartes en main, puisqu'on a encore de la réserve en défense. Juste rebondir 2 secondes sur Varane, Oui. que j'ai vu qu'il pourrait être au point pour la Coupe du Monde, mais il pourrait pas pratiquer de match avant la Coupe du Monde. Et Deschamps avait dit de toute manière que n'importe quel cadre, enfin n'importe quel joueur, même si c'est un cadre, s'il n'est pas vraiment à 100% en termes physiques, il ne le prendrait pas normalement pour la Coupe du Monde. Et puis tout va bien puisque Rami il joue encore. Donc, Ouais, il est blessé, je sais pas si. En plus, il est blessé en ce moment, donc. Mais du coup, Deschamps, comme je le disais, a encore de la réserve en défense, notamment Preston Kimpembe qui est en retour de blessure. On pourrait l'imaginer évidemment dans le groupe. Dayo Upamecano du Bayern Munich, William Saliba d'Arsenal, Ibrahima Konaté de Liverpool. Il Il est partout. Lucas Hernandez de retour lundi à l'entraînement avec le Bayern, à voir s'il sera bien remis sur pied. Jules Koundé et Lucas Hernandez, justement, qui peuvent jouer un rôle, qui peuvent être un double jeu pour Deschamps, puisqu'ils peuvent jouer à la fois dans l'axe mais aussi sur le côté. Puis, sans oublier les jeunes Benoît Badiachil, Axel Disasi ou encore Wesley Fofana, qui revient de blessure, mais qui pourrait peut-être connaître sa première sélection avec Deschamps. Benoît Badiachil qui n'a pas été mauvais, il a plutôt été bon lors de lors du dernier rassemblement et de sa première convocation. Donc à voir ce que nous réserve le maître Didier Deschamps. C'est clair qu'il y a des choix, et puis c'est vrai que comme tu l'as rappelé, il me semble, voilà, Didier Deschamps avait été clair il y a quelques semaines en disant je ne prendrais pas de risque en sélectionnant même quelqu'un qui est légèrement blessé. Voilà, il faut que les joueurs soient en forme, et on se dit que Varane, ça sent quand même pas bon. Après, c'est intéressant parce que le cas de figure, il s'est déjà profilé dans le cadre de l'équipe de France où peu avant un événement sportif international, un cadre se blesse. C'est déjà arrivé en 2004 avec Zidane et en 2008 avec Patrick Vieira. Au final, on voit comment se sont soldés ces deux événements pour l'équipe de France 2004-2008. C'était pas dingue. Donc là, est-ce que c'est un signe pour Didier Deschamps ? Allez, J'espère pas. La réponse pour cette liste, ce sera le 9 novembre. Et alors, monsieur, le 9 novembre, ça sera notre émission de reprise. Je rappelle aux auditeurs qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Donc, dans 2 semaines, émission de reprise et surtout la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée. Et donc, en même temps que notre émission. Alors, ça sera dans l'après-midi, il me semble. 14h, je n'ai pas l'heure. On va débriefer. Après Arnaud, Parfait. depuis 2004-2008, les coachs c'était pas non plus ça. Là on a Didier Deschamps, je pense qu'il a plutôt un bon palmarès à l'équipe de France, il a un bon groupe, il connaît ses joueurs, les joueurs ont confiance en lui et je pense que c'est réciproque. 2004 c'était quoi ? C'était Santini et en 2008 c'était Domenech. Bon, Domenech était bon à Nantes. Le FC Nantes, l'équipe de France, on n'est pas loin quand même, mais bon, il y a quand même un peu de niveau. Mais en tout cas, voilà, on espère donc que Raphaël Varane sera quand même présent. Bon, on espère aussi que cette liste sera cohérente avec. Justement, Antoine, est-ce qu'on ferait pas un petit point vite fait sur la forme de l'état des joueurs ? Alors très rapide, parce qu'après on va parler à un autre sujet, mais voilà, Très rapidement, rapide. Alors, rapidement Anthony. par poste, alors les gardiens, Hugo Lloris, auteur d'une boulette ce week-end contre Newcastle, mais ça reste. Comment ? il est fautif sur les 2 buts. Sur les deux Il y a faute sur la sortie. Hein. Bah après, ça reste le capitaine de Voilà, l'équipe de France et un des boulonnats évidemment, en espérant qu'il ne se blesse pas, parce que c'est
deuxième gardien de top niveau avec Mike Maignan qui lui malheureusement est out, touché au mollet il me semble. Il reste cependant Areola de West Ham. Mike Maignan que j'ai vu, alors ça c'est les infos Team Sport en Il y a des On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il nous coupe pour nous dire qu'il est croisé Mike Maignan. Je l'ai vu. Il a même pas pris de photo avec. Il est croisé il est même pas sûr que ce soit lui. Bref, Si, je suis voilà. sûr que c'était lui. Mais On s'en c'est fiche. c'est l'info Team Sport. voilà, Areola, du coup de West Ham, qui a joué qu'un match de première ligne, mais qui joue sur tous les matchs de Ligue Europa. 11 matchs pour 8 buts encaissés. Donc ça reste quand même le meilleur gardien de Ligue Europa, parce qu'il a encaissé les 8 buts qu'en 990 minutes. Mandanda aussi, le vétéran des gardiens, on va dire, mais il a l'expérience. Ça peut être C'est pour le groupe. une belle option pour le groupe et pour Deschamps. On sait que Deschamps aime apporter surtout de l'expérience dans le groupe et avoir un groupe assez Assez étoffé. assez étoffé tout à fait entre les jeunes, les plus vieux. Composé d'anciens qui ont de Homogène. l'expérience. Et puis après, éventuellement, pourquoi pas Lafont, qui a été convoqué pour la première fois lors du dernier rassemblement pour pallier la blessure du risque, mais qui n'avait pas joué. Ou bien la surprise du chef, qui pourrait être Brice Samba, auteur d'une bonne saison avec Lens. À voir pourquoi pas, il y a des rumeurs. Bon, je ne pense pas, mais ça peut être la surprise. Pour chaque fois, je fais une surprise du chef. Les milieux et les attaquants. Milieu attaquant, les latéraux avant. Les On latéraux. va pas trop vite, La Antoine. défense surtout. Latéraux, j'ai fait défense tout à l'heure, défenseurs centraux. Ok. Les latéraux. Je t'écoute pas. Écoute, s'il te plaît, Alexis. Donc Théo Hernandez, voilà, titulaire face à Zagreb, donc toujours au top. Klaus qui fait du bien à l'OM, toujours au top aussi. Lucas Digne, encore blessé et incertain, à voir. Mais cependant, il y a Ferland Mendy, lui par contre qui a du mal un peu à performer, notamment depuis l'arrivée de Rudiger. La preuve encore hier contre Leipzig, il était même pas titulaire, c'est Rudiger qui était à gauche. Mukiele au PSG qui reste polyvalent. Le problème c'est que Hakimi prend un peu trop de temps de jeu au PSG et après évidemment il y a Benjamin Pavard. Et la surprise du chef ça pourrait être Kalulu de l'AC Milan qui lui il s'impose à Milan, pourquoi pas le voir débarquer, et il est polyvalent aussi, il peut jouer en défense centrale, on l'a vu à Milan, ou bien Adrien Truffert pour son rendement offensif assez bon, il a 4 passes décisives en championnat, ça peut être intéressant. Milieu de terrain, nous avons Kanté évidemment qui est out malheureusement, Pogba incertain, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Deschamps pourra toujours compter, je pense, sur Rabiot, Tchouaméni et Guendouzi qui seront les favoris à ses yeux, je pense, pour être titulaire. On l'a vu lors de cette dernière compo et des derniers matchs de l'équipe de France. Et après, pourquoi pas Jordan Vertou, Kefren Turam, j'aimerais bien voir éventuellement en équipe de France, parce que ça reste un cadre de l'OGC Nice cette saison, ou bien TJ Savanier. Pour moi, ce serait un petit kiff, je pense qu'il mériterait. C'est un leader à Montpellier. Je pense pas. Depuis quelques Football saisons quand Barbican. même. Kamavinga, il joue à gauche. Eduardo Camavinga, laissez-moi finir, j'en ai d'autres des noms à ma liste. Tanguy Ndombele également, pourquoi pas à Naples? Non, ça vous dit pas? Bah, étant donné qu'il joue un match sur deux, non? Oui, mais il est quand même assez bon, je trouve, en début de saison en Ligue des Champions, il a notamment Ouais. marqué un but. Bon, après, ça reste pas un but. Thomas Lemar, par contre, lui, bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas revu en équipe de France, mais il est indisponible. Il s'est blessé, il a eu une élongation. Et enfin, pour finir l'attaque, alors là, c'est là où la France a un point fort. Mbappé, Dembélé, Griezmann, Nkunku, tous décisifs, sans oublier évidemment Kabenwebe, Ballon d'Or. Il a la confiance. Bon, là, il est un petit peu pas physique, c'est pour ça qu'on l'a pas vu dans le groupe face à Leipzig, mais pourquoi pas leur faire confiance. Sans oublier aussi Giroud, Ben Yedder et Diaby et Colomboigny qui sont tout autant décisifs dans leur club. Diaby, il peine un peu à Bayern en ce moment. Il a marqué lors du dernier match. La surprise du chef, pourquoi pas. Martial, qui était revenu en forme mais qui s'est blessé. Il parlait d'une envie de revenir en équipe de France. Est-ce que Deschamps l'aurait appelé? Ça restera une envie. Ça restera, voilà. Marcus Thuram, donc on parlait tout à l'heure, qui a autant un bon début de saison quand même, 7 buts de passes décisives en 10 matchs avec le Borussia Mönchengladbach. Et enfin, le fantasme des supporters. Beaucoup de supporters en parlent, mais ils aimeraient bien voir Martin Terrier de Rennes ou Alan Saint-Maximin. Beaucoup. Ils ont très peu de chances d'être sélectionnés. À voir. À voir. Il habite dans l'ouest de la France. Ouais, ce que je veux dire, supporter breton. Il y a supporter breton. J'ai dit fantasme des supporters, c'est. Il y a des Rennais Breton, qui nous c'est écoutent, c'est des Rennais pardon. Et Alan Saint-Maximin aussi. Il pourrait être. Malheureusement, il n'y a pas assez de place Ah, dans bah. l'équipe. Il n'y a pas assez de place, non, on est très bien comme ça, les amis. Voilà pour ces infos. Bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, réponse donc le 9 novembre pour cette liste de Didier Deschamps. Liste, on est très impatients de la décrypter, de l'analyser. Ce sera dans 2 semaines, les amis. Allez, maintenant, nous allons parler d'un tout autre sujet. Nous allons parler de la F1 et du MotoGP. Et d'abord de ce Grand Prix de Formule 1 en premier. C'était le Grand Prix d'Austin ce week-end et ce Grand Prix assez spectaculaire quand même, assez intéressant à suivre. Ce Grand Prix qui donc a accouché d'une nouvelle victoire, celle de Max Verstappen, 13e victoire de Max Verstappen qui égale le record jusque-là détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Voilà, on va rappeler peut-être l'effet chronologique avec Arnaud.
Ah oui, sur le circuit d'Austin, donc le double champion du monde Max Verstappen de l'écurie Red Bull a remporté le Grand Prix des États-Unis. Au terme d'un final haletant, il a défoncé Lewis Hamilton de Mercedes et ensuite Charles Leclerc donc de Ferrari. Alors qu'avant même le début de la course, Max Verstappen est déjà sacré champion du monde. Le début de course laisse présager une course facile quelque part pour le champion du monde. Mais là, grosse panique chez Mercedes lors de l'arrivée au stand, gros problème. Max Verstappen reste arrêté 11 secondes, ce qui est énorme en F1. Chez Red Bull, du coup. Chez Red Bull, Max Verstappen. Ouais, t'as dit Mercedes, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la même chose. Et donc du coup, profitant de ces 11 secondes, Lewis Hamilton chez Mercedes, on a profité pour prendre la première place. Là on se dit ça va être compliqué pour Max Verstappen. Mais on n'est pas au bout d'une surprise et au 50e tour il parvient à le redépasser. Donc voilà. Salut. Voilà pour les principaux, donc cette victoire de Verstappen qui double Hamilton dans les derniers tours. Ça a été compliqué à se dessiner pour Verstappen, surtout que dans ce Grand Prix il y a eu quand même beaucoup de sorties. Carlos Sainz de Poleman qui dès le premier tour, mauvaise impulsion, et puis au virage glisse un peu et c'est George Russell qui vient le percuter. Oh, c'est plutôt Russell qui vient le percuter ouais, et c'est qui ce que fait- j'allais qui dire. le fait glisser. C'est ce que je dis, c'est Russell qui vient le percuter. C'est la vie. Responsable d'ailleurs qui prendra 5 secondes de pénalité. Ça va. Et bon déjà, Max Verstappen avait un boulevard dès le début, Alexis. Bah ouais, c'est ça. Déjà, t'enlèves la personne qui est en pôle, donc déjà, ça en fait un en moins. Surtout que c'est côté Ferrari, donc t'enlèves un concurrent direct. Russell, il a dégagé la concurrence en perdant juste 5 secondes. Je trouve ça quand même En fort. plus, il l'a bien dégagé, vraiment. C'est... Ouais, Oh, allez, dégage, c'est- toi. Et apparemment, c'est à la mode, puisqu'il y en a d'autres qui ont essayé. Alors, Alonso, on a fait les frais, malheureusement. Mais... Voilà, parce qu'on rappelle donc les faits, donc premier tour, donc Carlos Sainz out, il repartira mais il abandonnera dans les stands. 18e tour après, c'est donc Bottas, Ouais. Valtteri Bottas. Qui a mal négocié son virage. Enfin, là, c'est de sa faute à lui. Ouais, lui, il a donc, fait Oui, les oui, graviers, c'était de sa parce faute. qu'on dit, il C'est- a mal il a fait négocié le virage natif. C'est l'effet et chronologique. dans les graviers. Et puis derrière, la sortie spectaculaire et ce crash entre Alonso et Lance Stroll. Et ce décalage, j'ai envie d'en parler quand même avec vous parce Ouais. que le Ouais. décalage de Stroll sur Alonso est tout simplement. En fait, je pense- c'est effrayant de voir ça quoi. Je pense qu'avant le virage, il veut se décaler vers l'intérieur pour protéger à l'intérieur et passer mieux le virage que Alonso. Mais il fait trop tard et Alonso est déjà passé et du coup, il pousse totalement dans le mur. Est-ce qu'il a eu une pénalité, Stroll? Je sais plus. De toute façon, De toute façon, il a Stroll a abandonné. Mais est-ce qu'il en avait une, il en a eu une, est-ce qu'il a eu le temps d'en avoir une ou pas? Non, il n'y a pas eu le temps de dire, la voiture était totalement en Ok. morceaux. Et ce décalage, et puis la voiture quand même d'Alonso qui est un peu décollée quand même. Ouais, bah, On a eu t'as peur, pas hein. vu c'est après impressionnant, aussi. c'est Ça vraiment aurait pu se renverser. Hein. C'est exactement. En temps Y, là. Il y a quand même il y a quand même les barrières, les glissières de sécurité. Ça aurait pu quand même mal Il s'est tourner. retrouvé sur deux roues. Exactement. Bah, Il y a du- Mais il a su continuer le Grand Prix quand même, hein, Ouais. un petit peu. Bah, il a un fait petit peu. 7ème, donc ouais, il Non, a non, même après, été. après, il a une pénalité après. Ah, Ouais, tu ouais, parles il de a qui? été De déclassé Alonso 15e. Non, Alonso n'a pas eu de pénalité. Il peut pénalité, il me semble. Non, bah non. Il méritait pas Non, une bah non, pénalité, c'est- déjà il se fait rentrer dedans. C'est ce décalage de Stroll. Je rappelle quand même, messieurs, qui seront coéquipiers chez Aston Martin l'année prochaine. Là, c'est vrai. Bah, après, on a quand même l'habitude que Stroll il zigzague un petit peu quand il va se faire doubler, et bah, là, cette fois ça a coûté un peu cher à Alonso quand même, et à lui du coup par la même occasion, vu qu'il a dû abandonner, mais c'est un peu fâcheux quand même, cette tendance à zigzaguer alors qu'au final tu vas te faire doubler, ça sert à rien, c'est stupide. Ouais, Vraiment, c'est puis, stupide. et alors il s'est pas énervé, hein, il s'est retenu, il s'est contenu à la radio, Alonso, parce que comme je le rappelle, ils seront coéquipiers, donc forcément, imaginez comment dire, un petit peu l'ambiance. J'ai eu raison, hein, il a bien eu une pénalité, hein, il a fini 15ème du Grand Prix. C'est ce que j'ai dit, mais personne n'a entendu. Merde. Il a fini 15e, ouais, Alonso. parce qu'il a eu des irrégularités techniques. Ah oui, parce que comme je dis, c'est vrai que je l'avais vu passer cette information, Tu n'as pas que je n'ai pas notifié évidemment. Bien vu, Victor. Moi, genre, pour non, cette c'est information. surtout Arnaud l'avait dit, on l'a pas entendu. Faut parler plus fort. Il faut parler plus fort. Je sais ça, que, c'est t'es timide. Non, C'est mais ta première, mais... après, j'étais pas sûr. Donc... Mais D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, je sais que Tanguy est sur le chat, si Tanguy tu veux me faire part de tes impressions sur ce Grand Prix. Et c'est vrai que c'était accrochage parce que c'était quand même un moment fort de la course. Derrière, il s'est passé des choses, il y a eu ce fameux arrêt très très long de Red Bull, on a quand même mis 11 secondes. Bon, heureusement Red Bull se rate lorsque Max Verstappen est déjà champion du monde. Oui, puis c'est rare, en plus Red Bull c'est souvent eux qui font les meilleurs arrêts au stand, bah, ceux qui ont le record du monde actuellement. Les deux records Ouais. du monde je crois. Ouais. En 1 seconde 8 ou 9 ou 7, je sais plus. Et Ouais, bref, donc il se rate rarement, donc bon, il était énervé, je peux comprendre, mais... puis ils sont très réguliers en Ouais, général, ouais, comparé à franchement, Ferrari qui ouais, a ouais. toujours des stratégies un peu, on va dire, douteuses. Au moins à Red Bull ils sont réguliers à ce niveau-là, donc là une petite erreur ça arrive. Et
Max Verstappen est déjà Déjà. champion. Et puis- Ils ont en plus raflé le championnat par équipe. Donc Et bon. puis c'est vrai que sa voiture très performante qui a rattrapé, il y a eu cette bagarre avec Leclerc pendant quelques moments. Donc finalement la Red Bull était largement supérieure en vitesse de pointe à la Ferrari. Et puis à la fin, le fameux, ça nous a rappelé un peu le duel de l'année dernière entre Hamilton et Verstappen. Bon, un duel qui finalement a tourné vite à l'avantage de Verstappen. Et puis la Mercedes n'avait pas assez de vitesse de pointe. Non, Non. mais il n'y avait pas photo. Hein. Malheureusement, les deux voitures sont pas comparables en termes de vitesse de pointe, donc Max Verstappen est passé sans trop de problèmes. Rien à ajouter. Voilà Il est pour, parfait. pour ce Merci, Grand Prix, donc Victor. ce titre constructeur raflé donc par tout simplement par Red Bull. Hein. Et puis ce titre qui vient aussi rendre hommage au cofondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Bel hommage. Voilà, pour le cofondateur de la marque Red Bull, marque énergisante en 1984 et qui après s'est destiné à la Formule 1 en sport mécanique et qui a bâti un véritable empire. C'était quand même bien que cette victoire intervient au bon moment. Voilà. C'est un symbole quelque part pour lui rendre hommage. Hein. C'est lui qui a voulu faire du sport le fer de lance de la marque Red Bull, qui a voulu lancer en Formule 1. Bon, c'est la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée, comme tu viens de le dire Arnaud. Voilà pour la Formule 1, donc prochain rendez-vous c'est dès le week-end prochain au Mexique, on aura à cœur de suivre ça et puis évidemment, même si les enjeux constructeurs et pilotes, il n'y en a plus tout simplement, on suivra quand même les batailles encore en piste, et notamment de nos Français Pierre Gasly et Esteban Ocon qui ont terminé donc 11e et 14e. C'était dimanche. Messieurs, il y avait aussi un autre Grand Prix et là il y a du suspense, encore C'était- un tout petit peu, en MotoGP, c'était le Grand Prix de Malaisie, remporté par Francesco Bagnaia qui se rapproche du titre avec Ducati. Ouais. Et Victor, tu veux nous faire un petit récapitulatif de Bien ce sûr. Grand Prix. Bien sûr, donc comme tu l'as dit, il se rapproche du titre, mais le titre se jouera à Valence. La date, c'est la semaine prochaine ou pas C'est Deux dans, semaines. c'est dans 2 Dans 2 semaines. semaines, ouais. Ok, donc on a eu le droit à une course de géant à Sepang, donc en Malaisie, tu l'as dit. Et pourtant, Pecco, alias Bagnaia, et El Diablo, alias, messieurs. Quartararo. Oh, il est fort, il est fort. Alias Quartaro avaient démarré respectivement 9e et 12e, mais ils ont réalisé un départ tonitruant et se sont retrouvés à la 2e et la 6e place. Après 6 tours de course, Jorge Martin, Jorge. Oh, ouais, Martin. Jorge Martin va chuter, donc le leader de la course va chuter, et les deux prétendants vont se retrouver à la 1re et 3e place. Puis Bastianini va se mêler à la victoire. Et il va mener la vie dure à son futur coéquipier, puisque je rappelle que Bastianini, il y a un mec bizarre qui passe à côté de moi. Ah, c'est sacré réalisateur. Réel C'est la production, c'est la production. S'occuper de la caméra. C'est le technique. Fais un coucou à la cam maintenant. Voilà, il y a qui nous fait un coucou. Allez, on continue parce que c'est quand même important Ah, donc. d'avoir les événements en tête, Victor. Donc je reviens, donc Bastianini va se mêler à la victoire. Il va donc mener la vie dure à son futur coéquipier Bastianini, puisque je rappelle que Bastianini a été promu chez Ducati la saison prochaine aux côtés de Bagnaia. Au final, Bagnaia finira par prendre ses distances et gagner cette course devant Bastianini et Fabio Quartararo. Bagnaia compte désormais 23 points d'avance au championnat devant Quartararo. Il n'aura besoin que de 2 points au prochain Grand Prix pour valider son titre. Cela reste donc très compliqué pour le Français. Mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Mission impossible, messieurs, pour. Non, c'est pas Fabio impossible. Quartararo. C'est pas impossible. Un pneu crevé, un clou Ouais, dans voilà. le pneu, Ouais, voilà, c'est ça. Tout est possible. Une petite vis Ah. dévissée, un pied levé, faire Une chuter. petite chute aussi. Faudrait un petit coup de coude. Ouais, voilà, on espère pour Fabio Quartararo qui, quand même, déjà remonte sur le podium. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, hein, depuis plusieurs Grands Prix, plus Grand Ouais. Prix d'Autriche. il me Il semble. a déclaré qu'il avait vraiment pris du plaisir. Enfin, c'est Alain Tanguy qui nous l'avait dit qu'il avait pris du plaisir sur la course et c'était le principal aussi. Et puis qui remontait, ouais, dès le premier tour, remonter de la 12e à la 5e place. Belle performance, même si bon, ça n'a pas suffi. Puis d'ailleurs, Bagnaia qui se rapproche vite, 23 points, on se dit qu'il faudrait quand même un sacré concours de circonstances. Bah, il faut que Quartaro quasiment gagne la course. Non, faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne, il n'y a Faut pas le qu'il gagne choix. la course. Ouais, parce que c'est 25 points la course. Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai Faut du qu'il mal à gagne. calculer, mais oui. Et que l'autre il finisse Et que 15e au Bagnaia mieux. soit 15e. 15e ou Maximum. qu'il abandonne. Mais, voilà. Ah, c'est possible, hein, en MotoGP, ça Après- arrive, des accidents, ça arrive vite. Ouais, mais mais- après que Quartararo gagne en plus, ce serait quand même un concours de circonstances exceptionnel, sachant qu'avant ça il n'était pas monté sur le podium depuis août. Bon, Ouais. Mais c'est possible. on espère. J'y Hein. crois. Mais voilà, Putain, il y a une le mouche. sport nous réserve quand même pas mal de surprises. Anthony se lave pas, c'est chiant. Le sport quand même nous réserve de belles surprises, et surtout en sport mécanique. C'est vrai que l'année dernière, pour faire le petit comparatif avec le MotoGP, qui aurait cru
que Max Verstappen dans le dernier tour allait dépasser Lewis Hamilton, Personne. alors que le titre, en tout cas sur la course en elle-même, il n'y avait plus aucun doute à 10 tours de la fin. C'était Hamilton qui allait titrer et finalement au dernier tour. Donc voilà, on n'est pas en Formule 1, on est en MotoGP, mais on se dit que bon voilà, comme vous le dites, il peut se passer plein de choses et puis on n'est pas au bout de nos surprises. Fabio l'a déjà fait, de belles remontées dans le passé, et c'est vrai que ça serait magnifique qu'il réitère son titre à nouveau. Voilà, mais si on va suivre ça attentivement dans 2 semaines. Hein. Dans 2 semaines à Valence. J'y serai. Et dans... C'est vrai. Pas vrai. J'aurais bien aimé. Pour Team pas Sport. Valence, à Valenciennes. Alors, Victor, quand même, c'est ce genre de blague, de plaisanterie là. J'y serai à Valence, j'y serai, voilà. Alors, soyons corrects quand même. Je m'engueule, je me fais engueuler ici pour mes blagues. Tu vas bien tout sortir. Non, allez, hop. Bref, voilà pour le MotoGP, donc on a à cœur de suivre ça. Vous êtes 11 sur le stream, il est 19h54. Je sais que vous avez peut-être des occupations, que vous avez peut-être une soirée à organiser ce soir ou pas. Vous êtes toujours sur Team Sport et vous restez évidemment connectés parce qu'il va se passer encore pas mal de choses. On va parler maintenant de ce 3e et dernier sujet qu'on aborde en essentiel, avant les infos sport en break. Il y avait, et on n'en parle pas forcément toujours dans cette émission, et c'est bien de mettre à l'honneur ce type de sport, les sports de combat, et notamment le MMA. On en parle quand même pas mal. Ce que je veux dire, on en parle pas mal quand même. Tanguy, Alex et moi, Oui, on en parle essaie pas d'en mal. parler de plus. Mais on n'en parle pas non plus toutes les semaines. Parce qu'il n'y en a pas toutes les semaines. Oui, parce qu'il n'y en a Déjà, pas, parce qu'il y en a pas toutes les semaines, et parce qu'il n'y a pas forcément de l'actualité. Mais il faut dire que voilà, ce genre de sport n'est pas forcément toujours mis à l'honneur, et également dans les médias, et c'est pour ça qu'on en parle aussi. Et donc, il y avait UFC 280. UFC 280, j'y viens Tanguy. C'est pour t'aider. J'y viens Tanguy. Tanguy, pardon. Tanguy. Voilà, je t'ai appelé On est Tanguy. Quel Et donc, raciste. ce sacre d'Islam Makhachev sur Charles Oliveira par soumission. Tony, on va récapituler ce qui s'est passé. Et puis cette défaite d'Oliveira, qui était pourtant favori. Tout à fait. Bon, c'était Alexis t'en occupé, mais je vais. Alexis. Alexis. N'importe, après on peut en parler avec Tony, de On toute va en façon parler je pense tous qu'on les a deux. suivi On va en tous les parler deux. avec Tony. Tony ou Tanguy? Alexis. Mais ouais, concrètement, c'était un combat très attendu parce que Charles Oliveira, champion de la catégorie, même s'il n'avait pas la ceinture parce qu'il a raté sa pesée au dernier combat, s'est imposé assez largement la dernière fois. Et du coup, il était opposé à un réel challenger, pour une fois, Islam Makhachev, donc entraîné par Khabib, qui est toujours invaincu à l'UFC, qui est représenté comme une légende dans cette organisation-là. Et du coup, il était représenté comme le challenger à battre pour Charles Oliveira, qui n'a pas réussi du coup à l'abattre et qui s'est largement fait dominer dès le début. Notamment au sol, parce qu'on attendait quand même ce combat au sol, parce que Islam Makhachev, c'est un combattant très fort sur le grappling, comme son coach. D'ailleurs, les Dagestanais en général ont un style très fort au sol, et on attendait ça avec impatience parce que Charles Oliveira est un des combattants qui gagne le plus au sol aussi par soumission. Donc ça s'est passé comme prévu, il y a eu beaucoup de phases au sol et Makhachev a été supérieur, et quand il a vu l'opportunité après un coup de pied sauté du coup de Oliveira, il a réussi à lui mettre un knockdown et enchaîner sur une soumission assez facilement. Charles Oliveira a tapé au bout de 15-20 secondes, à tout casser, il a essayé de se retourner, il n'a pas réussi, il a tapé, donc assez surprenant. Et du coup, Islam Makhachev est le nouveau champion UFC de la catégorie du coup poids léger. Et je sais pas ce qui va advenir de Oliveira, qui du coup a pris une sacrée claque quand même. Ouais, peut-être Je voudrais peut-être juste- décevant, Je justement. voudrais juste dire un truc, messieurs, préparez-vous, c'est un truc hyper important. Dis-nous. J'ai regardé le combat. Voilà. J'ai regardé le combat. Et bah c'est bien, faut l'applaudir. Victor, c'est J'ai bien, regardé peut le dire combat. c'est. Ouais. Voilà, non, pour. Non, je veux juste dire que Oliveira, il a été inexistant. Hein. Ouais, Inexistant, et Ah. c'est quand même étonnant, hein, parce qu'on attendait quand même à. Non, par contre, j'ai juste regardé le combat. Ne me demandez pas une analyse, j'ai juste regardé le combat. Après, Makhachev a été très fort dans la pression qu'il a mis dès le début, c'est-à-dire qu'il poussait beaucoup Oliveira contre la cage à se défendre. Il essayait tout de suite de partir au sol, parce que c'est son point fort, on le sait. Et Oliveira était un petit peu gêné par cette agressivité notable dès le début du combat, et je pense que ça a fait la différence. On a senti qu'il était prêt à le faire, ce combat, et surtout à le gagner. Bien sûr. Je pensais qu'il allait dire un truc, bien sûr. Le russe, donc Islam Makhachev, qui donc succède à l'UFC 280, donc en poids léger, comme tu l'as dit, à Charles Oliveira. C'était quand même un combat attendu, parce qu'en début d'année, il y avait le titre pour les poids lourds entre Francis Ngannou et puis évidemment Cyril Gane, on s'en rappelle. Là, donc, on avait les poids légers. Donc voilà, il y avait quand même, messieurs, des Français, plutôt des Françaises à l'honneur, et notamment
En point mouche, Tony, on va en parler. Manon Forio. Tout à fait, Manon Fioro, pardon. Fioro, excuse-moi. Qui vient mettre, j'ai failli faire la même erreur que toi. Manon Fioro qui vient mettre un peu plus de lumière sur ce drapeau tricolore à l'UFC. Elle s'est imposée par décision face à la numéro 1, Kathleen Schukogen. On va dire que c'est ça. Non, je relis mon écriture parce que. Mais normalement, c'est Schukagen, non? Il me semble. Schukagen. Je pense pas. Schukagen, excusez-moi. Par décision face à la numéro. Pardon. Dans la catégorie mouche, donc, qui restait, qui restait sur 4 succès consécutifs. Mais l'invincible Manon, elle qui était sur 10 victoires et un nul, donc elle reste avec 5 victoires à l'UFC d'affilée. Elle est imbattue pour l'instant et je pense qu'elle est prête pour le titre face à l'actuelle championne du monde, Valentina Shevchenko, la Kyrgyzstanaise, qui elle est numéro 1, enfin puisqu'elle a le titre. Et donc je pense que Manon Fiorot, elle est capable d'aller chercher ce titre. Elle l'avait dit dans l'interview notamment de La Sueur que vous pouvez retrouver sur YouTube, où elle explique qu'elle a fait exprès d'aller chercher la numéro 1 qu'elle a battue samedi pour faire un test avant le titre. Et là maintenant, on n'a plus qu'à espérer qu'elle aille chercher la ceinture. Carrément, c'est. Bon, de toute façon, on t'a dit, elle a choisi, mais Dana White, il laisse pas trop le choix des combats en général, donc t'affrontes qui tu peux. Et là, pour le coup, ça lui a souri. J'ai confiance, les Français. On espère un combat pour le plutôt titre fort bientôt, pour être sur le toit du monde. On l'a vu dans la plupart des sports, donc on va y croire. Non, ça va, en tout cas, c'est quand même une belle surprise dans le ciel, évidemment, de l'UFC. Donc c'est une victoire française qui fait du bien. Il y avait aussi d'autres résultats, Alexis, ouais, je rappelle au cours de rapidement cette soirée. Je vais du coup rapidement citer les résultats de la main card. Aljamain Sterling a battu TJ Dillashaw, du coup l'ancien vainqueur, enfin l'ancien champion des poids plumes, par TKO deuxième round. Sean O'Malley l'a emporté par décision partagée contre Petr Yan et ça a fait débat, mais on va pas revenir là-dessus. Beneil Dariush a battu aussi Mateusz Gamot par décision partagée aussi. Voilà, c'est tout pour la main card du coup. Et petite rumeur concernant Makhachev, du coup je reviens là-dessus. On parle déjà de son prochain combat et il serait susceptible d'être sur la carte 284 pour affronter certainement Volkanovski qui est le du coup champion actuel des poids plumes, il me semble, alors que lui il est dans les poids légers. Donc peut-être petit changement de catégorie pour Volkanovski pour faire du coup un combat entre deux champions et réunir quelque part les deux ceintures. On verra si ça se fait ou pas. Voilà pour ces résultats donc, de cette soirée. Évidemment, soirée qui était attendue et on n'a pas quand même été déçus, même si on avait espéré des combats un peu plus serrés, notamment pour les poids légers. Voilà, on a fait le tour, messieurs, en tout cas en ce qui a d'essentiel à savoir l'émission. N'hésitez pas à réagir, encore une fois, sur le chat. On est peut-être insistant, mais c'est important sur les sujets qu'on vous propose ce soir. Et puis, messieurs, il est déjà temps, l'heure tourne, mais il est déjà temps de passer au quiz. Non, il y a les infos en vrac. Les infos en vrac. Oui, tout à fait oublié. Je vais trop vite. Je vais coursé par le temps, faut aller Je vais faire trop très vite. les infos. Voilà, c'est parce qu'il faut rendre l'antenne rapidement, Victor. Ouais, Non. c'est après, on enchaîne avec Claire Chazal, là, il dit Bon, allez, évidemment les infos en vrac, j'allais l'oublier quand même. Je crois qu'il faut que je me repose après. Ouais. Voilà. Les infos en vrac ce soir, on a quoi? On a la route du Rhum, on a du ski alpin, la Coupe du Monde féminine de rugby et les mondiaux de paracyclisme à aborder rapidement. Ouais. On va commencer avec les favoris. Enfin, on va les avoir, Ouais. Victor, de la route du Rhum. Je vous avais promis la semaine dernière de vous donner les favoris de la route du Rhum. Je sais que vous attendez ça. Toute la semaine, ils m'ont dit Victor, s'il te plaît, tu peux nous donner les favoris. J'ai dit non, vous attendez mercredi. Je suis là donc là pour vous donner. Bon, petit résumé donc départ dans 10 jours. Et 138 bateaux vont prendre le départ. Donc 5 femmes et 14 nationalités représentées. Donc d'un côté, vous avez les multicoques avec les ultines, les multi 50 et les Rhum multi. Et de l'autre côté, des monocoques, pardon. Avec les IMOCA, les classes 40 et les ROM mono. Tous les regards seront tournés vers les ultimes qui sont des géants de la mer capables de voler en atteignant des vitesses absolument folles. Donc il y a 5 prétendants au titre qui vont se jouer la victoire. Donc je peux citer François Gabard de SVR la Dazartigue. Donc il a gagné le Vendée Globe en 2013. Ouais, je pense, ouais. La Route du Rhum en 2014 en IMOCA. Charles Caudrelier en Edmond des Rothschild qui a gagné la Transat Jacques Vabre en 2009, 2013 et 2021. Yves Leblec de l'équipe actuelle qui a gagné la Transat Jacques Vabre en 2015, 2011 et 2009. Armel Lecléache qui n'était pas là, il avait loupé la dernière édition et pourtant il était là en tant que grand favori.
Bah non, il était là, en plus je suis con parce que j'y étais. J'étais con. Non, je crois qu'il a un problème. Banque Populaire, Vendée Globe, il a gagné en 2017, il a fini deuxième en 2009 et 2013. Et enfin, un Thomas Covey de l'équipe Sodebo qui a gagné la Transat Jacques Vabre en 2017 et 1999. Il a fini troisième de la Route du Rhum 2010. Merci. Voilà pour les infos de la route du Rhum, donc départ dans 10 jours, on suivra ça évidemment. Et donc c'est vrai que c'est classe les ultimes qui 32 mètres de hauteur, je crois. Ouais, non, c'est impressionnant, c'est la catégorie N qui donc c'est vrai que c'est impressionnant quand on les voit justement démarrer et le départ qui sera sur je crois par nos confrères de la chaîne de l'équipe. Ouais, peut-être France TV aussi, peut-être. France TV aussi, Peut-être. Nos confrères. Nos confrères. Allez, tout de suite, on va maintenant parler des mondiaux de paracyclisme, Victor. Ouais, ben, l'équipe de France elle a obtenu 17 médailles lors de ces mondiaux paracyclisme. Elle a terminé deuxième derrière les Anglais. C'est une deuxième place qui est historique. En tout, 6 médailles d'or, 5 d'argent et 6 médailles de bronze. Magnifique performance de Alexandre Léoté et Dorian Follon qui vont offrir à eux seuls les médailles d'or à l'équipe de France. Donc prend une deuxième place historique et qui monte à la troisième place du classement général du paracyclisme. Donc c'est comme historique parce que ça fait des années que l'équipe de France investit pour les personnes handicapées pour qu'ils puissent profiter aussi du cyclisme. Et donc voilà, donc c'est une très belle performance sur ces mondiaux pour l'équipe de France. Ouais, 17 médailles, c'est vrai que c'est encore... Enfin, pas la Coupe du Monde, pardon, mais Pour les JO dans 2 ans. JO paralympiques. Troisième action maintenant, toujours Victor. Hein. Ouais, on enchaîne avec cette fois un avec mot de Coupe du Monde féminine de rugby. Les Bleus ont totalement dominé les Fidji samedi en s'imposant 44-0. Ainsi, l'équipe de France termine deuxième de son groupe derrière l'Angleterre contre qui elle avait perdu la semaine dernière. Elle affrontera l'Italie samedi en quart de finale. Ce sera la 4e fois que l'Italie et l'équipe de France s'affrontent cette année. Les Bleus avaient gagné 2 fois, mais elles se sont inclinées lors du dernier match le 9 septembre. C'était dans un match de préparation qui pourrait servir de motivation pour aller gagner ce quart de finale. Elles en sont largement capables. Voilà pour ce petit mot de rugby, donc c'est Coupe du Monde féminine. Et c'est aussi la première fois, je me notifie que l'Italie, toute compétition confondue en rugby, se qualifie une sélection se qualifie en quart de finale. C'est vrai que l'Italie, hein, c'est pas trop ça en rugby, hein, mais voilà, un quart de finale face à la France, on espère que ça va sourire à nos tricolores. Puis un petit mot de ski alpin, je termine avec cette info, c'est tout simplement le géant, avec la reprise de la saison de la Coupe du Monde de ski alpin, c'est Marco Odermatt qui s'est imposé sur le géant de Solden, la première manche qui s'est disputée donc samedi. Marco Odermatt qui donc était déjà victorieux l'année dernière du gros club de cristal donc la saison dernière, et a devancé le Slovène Zan Kondec et le Norvégien Henrik Kristoffersen. En termes de chrono, donc Alexis Pinturo, notre français, a pris seulement la 20e place et Mathieu Febvre a terminé 24e. C'est pas normal. D'ailleurs, Pinturo disait qu'il lui-même était déçu de son raté, qu'il espérait se rattraper dès les prochaines épreuves. C'est quel âge maintenant? Alexis Pinturo, je vais te dire ça. Il a encore le temps. Après, La saison commence juste. il dit qu'il est déçu, c'est un peu normal. On peut pas être content d'être 20ème en général. Non, quand on mais- est Alexis Pinturo. Bon. Après, peut-être s'il est sur Qu'il le était pas déclin. Alexis Fernandez. Alexis Pinturo, il a 31 ans. Ah, je pensais qu'il était plus vieux. Non. Donc voilà. Voilà pour les infos sport en vrac. Et puis donc maintenant, le fameux quiz qui va intervenir. Allez, il y a un peu d'animation, un peu d'agitation sur ce plateau là. Je sens un peu excité. Et Victor surexcité depuis le début de l'émission. Eh oui, monsieur. Mais bon, allez. Gardez des forces parce que le quiz va être quand même assez copieux ce soir. Et puis Arnaud, donc tu as cette mission sauvetage pour Tanguy qui nous écoute peut-être, mais Tanguy n'a qu'un seul point. Tanguy entre parenthèses Arnaud. Voilà. Parce que je coule son classement. Voilà pour ces questions. 5 questions, je rappelle le principe. Je pose la question et seulement lorsque j'ai fini de la poser, vous pouvez répondre. Ce soir, c'est des questions pures d'actualité. Donc c'est des questions qui datent de ce week-end, donc j'espère que vous avez bien suivi l'actu du week-end. On va commencer avec cette question foot. Et j'espère que vous avez suivi le football européen ce week-end, messieurs. Je veux savoir qui s'est illustré en Liga. En Liga ou Liga En Liga. 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 Alors, en inscrivant un but et 2 passes décisives. Griezmann. Non, Tu penses à Dembélé, Ah, mais oui. il en a mis 3 des passes décisives. Ah, ils en ont mis 2. Ah ah, Non, il il a en mis a 3.
Il en a mis 2. Non, Il il en a en a mis mis trois. 2. Il en a mis 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 3. Il en a mis 2. Il en a mis Il en 2. a mis 3. Il en a mis 2. Il en a mis 2. Je vérifie mes statistiques. Mais il en a mis 3. Il en a mis 2. On annule la question si c'est pas bon. Il a été- Bon, il en a mis 4. Bon, on s'en fout, dans tous les cas, c'est Bref, la réponse. bref, Bon, c'est mais la la réponse. La réponse, c'est donc Ousmane Dembélé qui Il est fort. a inscrit. Il est très fort. Voilà pour Tapez le plus un dans le FC chat. Barcelone qui s'est imposé face à, je rappelle le score, 4-0 face à l'Atlético Bilbao. Et donc je vérifie ça Qui est fort cette année. rapidement. Oui, 3 passes décisives. Alexis. Honnêtement, 3 passes décisives, autant que moi. Voilà, Je savais. il suit bien le football espagnol, Alexis. C'est vrai qu'il... Il y a des racines. L'info maintenant, c'est une info sport auto et c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui seulement. Bon. Et je veux savoir quelle est l'écurie, ou quelle est l'écurie ou constructeur qui s'est associé avec Sauber en Formule 1. Audi. Vous l'avez dit en On remonte en même temps, tu vois. Un pour chacun. 0,5 chacun. C'est vrai. Je suis fair play, je partage le point. Bah, c'est 0,5 du coup. Si tu T'as pas une question de rechange parce que là. Bon, vas-y, on perd pas C'est ça. vrai. Enfin, on perd, mais si, non, vas-y, mais un pour chacun. Un pour Alors, chacun. pour chacun, c'est une Et multiplication bien, par deux un pour des chacun. Pour les renforces. deux, donc Tony Ouais, c'est ça. et Victor, voilà. Mais ça Tu- désavantage. tu le Mais du coup, ça désavantage les autres. On en a parlé tout à l'heure. Non, bah, c'est vrai que là c'est compliqué de... On n'a pas de buzzer, c'est vrai qu'il faut investir dans des buzzers les amis. C'est compliqué de se rendre compte. Abonnez-vous Voilà. pour Un acheter des point pour buzzers. Tony, Ouais. un point pour... Faites-nous des dons hein, pour les buzzers. Avant que tu poses la question, je savais que c'était ça. Moi aussi. Et je T'as rappelle... dit, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'infos aujourd'hui. donc Tout c'est- fort délai. Voilà, Audi a donc confirmé officiellement que Sauber Motorsport allait devenir son partenaire stratégique à l'arrivée de la marque allemande en Formule 1 en 2026 avec un statut d'écurie d'usine. Je rappelle qu'Alfa Romeo va d'abord garder son nom titre l'année prochaine, ensuite ça va passer à Sauber et Audi donc en 2026 qui donc C'est loin tout ça. va s'associer donc avec Sauber. Audi qui avait aussi prévu de construire une voiture LMDH en vue des 24 heures du Mans et du championnat d'endurance l'année prochaine et qui donc a arrêté définitivement son programme pour se consacrer à la Formule 1. Voilà pour l'info sport auto. Troisième info, enfin troisième plutôt question, c'est aussi l'actu du week-end, l'actu sport auto. Je veux savoir quel Français s'est imposé en WRC lors du Rallye Catalogne. Ogier. Bon, ils sont trop rapides. Tony qui était devant, qui a devancé Alexis. Je suis déçu. 55e victoire en carrière pour Sébastien Ogier, et donc qui s'est imposé au Rallye de Catalogne. Quatrième question maintenant, messieurs. Une question Arnaud, faut tennis. la rassurer là, parce que Tanguy, Arnaud, derrière celle-là, elle met le point. voilà. Putain. Félicitations. Tiens, il y a Lille, n'importe quoi. Il y a Lise qui nous dit félicitations les loups, on lâche rien. Merci Lise pour ce message. Allez, quatrième question rapidement, parce qu'après faut rendre l'antenne. Pour l'antenne. Le registre n'est pas payé. Qui sont tennis qui a été titré au tournoi ATP 250 d'Anvers? Alcaraz. Pas du tout. Pour les semaines qui me J'ai passent pas par la suivi. tête. Si passe. Non. Il est canadien. 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 Félix Auger à la cime. Félix Auger J'ai Aliassime. jamais entendu parler de cet homme. Et Bah, Ouais, il serait il y temps a- d'en entendre Alexis- parler parce qu'il est 10ème puis la mondial. ouais, moi, je pense. Ah, j'allais dire 9ème. Voilà pour donc. Je vais dire 8ème. Dernière question. Et la question, c'est une question Je rugby. peux avoir du temps en plus. C'est une question rugby. Ça, c'est Bon, bien. je le réponds. Ça date de ce week-end. Qui s'est imposé dans le choc Toulouse-La Rochelle? La Rochelle. Qui a dit Toulouse? Ah, J'ai dit au pif. Ouais. Bien joué. Allez. Alors assume des soins, J'ai dit là, au Victor, pif assume des aussi. soins, Ah, là, parce là, que- moi je l'ai dit, mais trop tard en fait. C'est Je vrai. double Et voilà, le et compteur. voilà le point. Tu doubles le compteur de notre ami Tanguy. Tanguy qui Euh, double son score de Qui, toute donc, l'année. à 2 points. Voilà. Tanguy, Par une qui réponse disait- au pif d'Arnaud en plus. C'est voilà, pas mal, ça. voilà le petit classement, vous l'avez à votre écran. Tanguy, 2 points. Merci Arnaud pour ce point apporté à Tanguy. Victor, 3 points. Alexis, 4 points. Pas de Et quoi. Tony qui se détache, 6 points pour notre chroniqueur Tony. Voilà messieurs, ceci marque la fin de cette émission. Vous étiez une petite dizaine à la suivre avec nous. N'hésitez pas à la partager évidemment sur les réseaux sociaux dès qu'elle sera disponible sur YouTube. À follow aussi. À follow, évidemment, à nous rejoindre. Messieurs, voilà, j'étais très content de la faire toujours parmi vous. C'est un réel plaisir. Et puis on se retrouvera donc maintenant, les amis, dans 2 semaines, puisqu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Sauf moi. Sauf toi. Voilà, Arnaud, merci pour ta De rien. présence. Merci pour Et l'invitation. puis on espère que tu reviendras évidemment rapidement sur le plateau. Un petit mot aussi pour Edgar à la réalisation qui était là, merci à Edgar. Merci aussi à Lily qui fait toute la communication, une community manager
Merci. communique donc les infos. C'est elle qui voyait qui voyait les publications Insta, Twitter. C'est elle qui gère évidemment tous les réseaux. D'ailleurs, allez Lily, parce que on t'a pas vu lors de la première émission. Puis même Edgar, venez sur le plateau, venez Ouais, faire. Même Etienne, allez. Allez, même Étienne. Allez, Étienne. Tu vas parler. Et c'est qui Étienne? Alors, Etienne, c'est. Alors c'est une grande histoire. Alors, on commence dans l'ordre. Edgar déjà, Edgar, que vous avez vu son dos tout à l'heure. qui donc est voilà, donc est tout à l'heure à côté de moi. Oh putain. Il casse tout. Sur les du décor. Ah, c'est mon travail. Voilà toute l'équipe réunie, vous voyez, qui arrive et qui est là. Voilà, donc notre community manager, notre réalisateur. Et notre Et donc, assistant réalisateur. Et toi, tu es Assistant réalisateur. Assistant réviseur. Voilà, messieurs, c'est le mot de la fin. Je voulais juste dire, Antoine, qu'après les vacances, il y a des nouveaux formats qui vont arriver Exactement, sur j'en Instagram, parlais, sur tout ça. il y a de nouveaux formats. Du coup sans Arnaud. Du coup, sans Arnaud, sans Sans Etienne. Et, Donc restez connectés. Mais restez connectés. Voilà, messieurs, et puis je vous dis donc à 2 semaines. Si vous le voulez bien, ciao ciao. Ciao, ciao. Devant la porte ça fait toc toc. Toujours dedans mais les porcs veulent nous bébar. Le prof fait sortir la gueule quand on débarque. J'ai choisi Gucci pour mon froc. Tous les notaires on les foc. Ce qu'on voulait c'était changer d'époque. L'art de la guerre. L'art de la guerre, j'ai la tactique, l'attaque. Gomu gomu j'envoie 4000 patates. Proche de Pigo y'a plus de patrie. Ma RES alias Marty McFly.